Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. 7h41, un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. Voilà la phrase la plus célèbre, probablement au sujet de cet anneau dont je vous parlais, Camille Magnard, l'anneau du pouvoir. Il va être question désormais d'hobbits, d'elfes, de nains, d'orques et de territoires imaginaires, puisqu'on va parler de Tolkien avec une exposition qui est en ce moment organisée à la bibliothèque François Mitterrand à Paris. Tolkien voyage en terre du milieu. C'est un vrai voyage avec d'innombrables documents et la possibilité de voir Tolkien et puis de penser à ce monde merveilleux. Et pour en parler, nous sommes en compagnie des deux commissaires de l'exposition, Frédéric Manfrin et Vincent Ferré. Tolkien a créé un monde. Je me posais la question, y a-t-il d'autres précédents, Vincent Ferré? Bonjour Guillaume Erner. Tolkien est très certainement un tournant dans l'histoire de la fantasy, donc ce genre de l'imaginaire voisin de la science-fiction, dans lequel généralement une histoire se déroule dans un monde imaginaire, marqué par le merveilleux, et qui a un rapport avec le passé qui évoque souvent le Moyen-Âge. Tolkien n'a pas inventé la fantasy, il a hérité d'un genre qui est né avec William Morris au milieu du 19e siècle, mais il a radicalement transformé la manière d'écrire de la fantaisie, en donnant une forme d'historicité, de vraisemblance, de cohérence à ce genre. Mais être un créateur de monde, parce que ce que cette exposition montre, c'est que cet homme a imaginé dans les détails les plus précis l'univers dans lequel évoluent ces hobbits, ces orques, ces elfes. Est-ce qu'on a d'autres exemples? Alors, en héroïque fantasy, il y a des choses. L'héroïque fantasy, donc, c'est ce mélange de légendes médiévales et de choses d'anticipation. Est-ce que pour le reste, en littérature, on a d'autres exemples, Vincent Ferré? Alors, on pense à Asimov en science-fiction, mais Tolkien reste la référence, le modèle. Ça explique pourquoi la BNF a décidé de lui consacrer une exposition, alors que c'est un fait unique dans l'histoire de l'institution, de consacrer une exposition à un auteur étranger dont on n'a pas de manuscrit à la BNF. Et si je vous trouvais un homme qui n'ait jamais lu Tolkien, qui n'en ait jamais entendu parler, qu'est-ce que vous lui diriez? Comment définir, comment raconter l'œuvre de cet homme, Frédéric Manfrin? Alors, ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est que on est au niveau de l'épopée. Donc on peut tout à fait le rapprocher des grands textes de Homère jusque Milton. Enfin, il y a vraiment dans le genre, dans l'histoire à proprement parler, on est vraiment dans cette logique-là de l'épopée. Après, chez Tolkien, ce qui est vraiment une richesse fabuleuse, vous l'avez dit, c'est ce monde créé. C'est vraiment une originalité. Mais l'œuvre de Tolkien, ce n'est pas justement que Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, c'est la partie émergée de l'iceberg, j'allais dire. Il y a une œuvre qui est multiple, qui est très très diverse, puisqu'on va de textes vraiment pour les enfants à des conférences et des essais, et à une œuvre beaucoup plus vaste, dont on connaît aujourd'hui la richesse grâce à Christopher Tolkien, son fils, qui a beaucoup contribué à éditer les textes de son père. Qu'est-ce que ça raconte, Vincent Ferré, Tolkien? En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que la publication du Hobbit en 1937, qui a rendu Tolkien célèbre, est un accident. Tolkien, depuis une vingtaine d'années, inventait des histoires qui se déroulaient dans un monde imaginaire, le sien, qu'il avait commencé à mettre par écrit en prose juste en rentrant de la guerre. Il a combattu comme officier pendant la bataille de la Somme. Il est tombé gravement malade, il a été évacué, et pendant sa convalescence, il a commencé à dicter à sa femme Édith, puis à écrire le livre des contes perdus. Des histoires racontant la naissance d'un monde avec des elfes, des hommes, des combats entre les dieux et les elfes, entre le dieu mauvais et les elfes. Et puis, parallèlement, tout en enseignant à Oxford à partir de 1925, il a commencé à inventer des histoires pour ses enfants. Alors, on connaît les fameuses lettres du Père Noël, éditées par Baillie Tolkien et qui sont présentées à la BNF. Il y a également Roverandom, par exemple. Et l'histoire la plus célèbre, c'est Le Hobbit. L'histoire d'un petit personnage d'un mètre de haut, une sorte d'héritier de lutin de contes de fées, qui un jour voit arriver un magicien et des nains qui l'emmènent à la recherche d'un trésor qui a été volé par un dragon. Donc Le Hobbit est vraiment un conte pour enfants, inventé pour endormir ses enfants le soir. Et en particulier, Christopher Tolkien était l'auditeur le plus attentif. Et Tolkien s'est retrouvé emmené sur des sentiers qu'il n'avait pas prévu de parcourir, parce qu'il avait une conception de la littérature de jeunesse qui était très différente de ce qu'il a fait en réalité dans Le Hobbit. Et puis, les hasards de l'édition ont fait que Le Hobbit a été publié en 1937, donc Tolkien avait 45 ans, et son éditeur lui a demandé la suite. Sauf que Tolkien n'avait absolument pas prévu d'inventer la suite du Hobbit, et il a mis 17 ans
entre le moment où il a commencé à écrire cette suite du Hobbit et la publication du Seigneur des Anneaux. Au fil de ces 17 années, il écrivait principalement la nuit parce que dans la journée, il enseignait à Oxford, il travaillait beaucoup à l'université, il s'occupait de sa famille également. Et le livre a pris des tours absolument inattendus. Il a renoué avec les légendes qu'il inventait depuis une vingtaine d'années qui ont servi d'arrière-plan. Le Seigneur des Anneaux raconte aussi un voyage, mais il s'agit cette fois de détruire un objet dont a hérité un personnage au début de l'histoire. Et là aussi, s'il fallait tenter, non pas de résumer parce que ce serait proprement impossible, mais en tout cas, s'il y avait un lieu essentiel, ce serait le lieu de l'anneau, cet anneau qui est la quête dans le Seigneur des Anneaux, et cet anneau qui symbolise, on l'évoquait tout à l'heure, le rapport au pouvoir. Ça n'est pas une histoire simple, le rapport au pouvoir chez Tolkien, Frédéric Manfrin, cette quête d'un anneau qui rend invisible mais qui rend fou aussi. Alors, la question du pouvoir, c'est une des questions absolument essentielles du Seigneur des Anneaux, c'est sûr. Et on le voit à travers la figure de l'anneau, bien sûr, mais même à travers les personnages. Il y a toute une réflexion sur ce qu'est un bon chef, un bon roi. On le voit à travers le parcours d'Aragorn, l'un des héros, mais aussi à travers des personnages plus secondaires. Les deux frères, Boromir et Faramir, donc le bon prince et le mauvais prince, celui qui cherche la gloire, celui qui cherche le bien du peuple. Donc ça, c'est vraiment une des thématiques essentielles qu'aborde Tolkien dans le récit. L'autre étant le rapport à la mort qui est omniprésent, et l'anneau aussi est à la fois, vous l'avez dit, objet de pouvoir, mais objet de destruction et de mort. Et oui, parce qu'il y a souvent ces clivages chez Tolkien, c'est ce qui d'ailleurs le rend si appréciable pour les enfants et qui permet aussi de découvrir la complexité de cet univers. Après, il y a la capacité donc de merveilleux, la capacité de distinguer entre le bien et le mal. Alors, il y a par exemple, pour les magiciens, il y a Gandalf qui est le principe de bonté, et puis Saruman qui est le principe contraire, Vincent Ferré. Si vous voulez, ce sont des points de repère, mais Le Seigneur des Anneaux, qui fait à peu près 1000 pages, 1200 en français, présente une galerie de personnages qui tous sont amenés à évoluer au fil de l'histoire, à se positionner. D'une certaine manière, les hobbits représentent les lecteurs dans leur diversité et l'aventure commence. On n'a pas demandé à avoir l'anneau, mais on est mis devant cette situation et il faut décider d'agir. Il y a des figures de savoir, vous avez raison, comme Gandalf ou Saruman, et l'un et l'autre font chacun un choix opposé. Gandalf va mettre son savoir au service de la communauté, de la collectivité. Saruman va essayer de confisquer le savoir pour accéder au pouvoir. Donc il n'y a pas de manichéisme, comme on le dit parfois chez Tolkien, mais une sorte de palette de positions morales, et les personnages évoluent, sont amenés à changer, et parfois à évoluer de manière absolument radicale au fil du récit. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'en fait, personne n'a véritablement de super pouvoir chez Tolkien, c'est-à-dire que les hobbits sont des hommes de petite taille. Il y a Gandalf, mais Gandalf lui-même n'a pas véritablement la capacité de faire tout ce qu'il veut faire, Vincent Ferry. Il n'a pas le droit, en fait. Donc Gandalf est une figure mystérieuse dans Le Seigneur des Anneaux parce que Tolkien a décidé d'ancrer le récit en 3018-3019 du troisième âge de son monde. Mais il a inventé les 3000 années qui précèdent, et le deuxième âge, et le premier âge. Et Le Seigneur des Anneaux fascine les lecteurs et les lectrices parce qu'il nous montre des aperçus qui ne sont pas explorés, juste des allusions de ce passé. C'est absolument vertigineux. Une sorte d'illusion d'historicité. Il faut bien imaginer que les personnes qui ne lisent pas de fantaisie peuvent aimer Tolkien et Le Seigneur des Anneaux si elles aiment les romans historiques ou les romans d'aventure. Tolkien et Dumas sont assez proches, Tolkien et Jules Verne également, pour nos esprits de lecteurs francophones. Donc Gandalf est l'incarnation de ce passé et de la manière dont le passé ne peut pas à lui seul être un objet d'étude. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait maintenant. Tolkien a créé un monde, alors il y a d'autres exemples en science-fiction, je sais pas, si on pense à Dune de Frank Herbert, ou alors à Elric le Nécromancien, si on continue en héroïque fantasy, mais l'une des spécificités particulières de Tolkien, et c'est bien montré par cette exposition qui est actuellement en cours à la Bibliothèque nationale à Paris, l'une des spécificités de cet homme, c'est d'être à la fois un universitaire, autrement dit un philologue, quelqu'un qui a étudié les langues, et d'être, bien entendu, un romancier. On va l'écouter d'ailleurs dans son rapport à la langue. J'ai commencé à inventer des langages vers l'âge de 13-14 ans et je n'ai jamais vraiment arrêté. Les langues ont pour moi une saveur. Je n'ai jamais compris les gens qui se plaignent des difficultés des autres langues. Apprendre une nouvelle langue, c'est comme goûter un nouveau vin.
ou une nouvelle bière. Alors voilà, Vincent Ferré, on vient d'entendre la voix de Tolkien. C'est un homme qui a publié Le Hobbit plutôt tard, il avait 45 ans, qui était philologue, il travaillait donc à l'université. Sur quoi travaillait-il et comment y a-t-il un lien entre son travail d'universitaire et cet univers qu'il crée ? Tolkien était un des spécialistes incontestés des langues et littératures médiévales, en particulier anglaises. À Oxford, il enseignait l'anglo-saxon entre 1925 et 1959, puis les langues et littératures anglaises en général. C'est quelqu'un qui, dès sa jeunesse, a été formé en latin, en grec. Il connaissait le vieil anglais, le moyen anglais. Il connaissait très bien également des langues modernes comme le français, le russe, l'italien. Mais c'est une personne qui était philologue aussi au sens propre. Il aimait les mots, il aimait les langues. Et il a expliqué à plusieurs reprises que les langues avaient sur lui le même effet que chez d'autres personnes, les couleurs pour le peintre ou la musique pour les compositeurs. Et donc il composait des langues. Il a composé des langues à usage personnel pour ne pas être compris des adultes au début, puis pour tenir un journal. Et il a essayé après de combiner l'invention de langue, l'invention d'histoire, l'invention d'une géographie. Donc histoire, géographie, langue, ça ce sont vraiment les ingrédients de base de son univers. Et il a inventé, dit-on, une 50aine de langues, dont une 12aine. C'est ce qui est quand même là aussi assez inouï. Vous avez d'autres exemples ? Non, à ce point-là, certainement pas, même s'il y a des langues imaginaires. Et il a été une source d'inspiration directe pour tous les univers qui ont suivi, y compris au cinéma. C'est-à-dire que dès qu'on invente un univers maintenant, il faut inventer des langues. Mais c'est Tolkien qui a donné cette impulsion. Mais Frédéric Manfrin, est-ce que lorsque vous avez pour cette exposition montré ces cartes, montré ces alphabets, hein, parce qu'il faut dire aux auditeurs qu'il a créé des alphabets Tolkien, vous avez trouvé donc les sources et les origines de tout cela, il les a créés ou il a recomposé des choses existantes ? En fait, il fait vraiment les deux. C'est-à-dire que, par exemple, il va réutiliser les runes utilisées dans la tradition germanique, mais il va leur donner d'autres sonorités. Vraiment, le son des langues est pour lui absolument fondamental. Donc, il prend le dessin des runes, mais il en fait une nouvelle langue. C'est-à-dire qu'il en change même les valeurs des lettres. Et c'est un jeu que Tolkien fait très, très souvent. Il prend des éléments de la culture globalement médiévale occidentale, la figure du dragon, la figure du cavalier noir qu'on retrouve dans d'autres mythes littéraires, et lui, il en fait des objets neufs, ou en tout cas avec des rôles nouveaux. Typiquement, les cavaliers noirs, qui vont devenir les Nazgûl dans Le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment, il leur crée une nouvelle valeur de peur absolument terrifiante, en détournant, en adaptant, en glissant dans son univers à lui, des grands mythes antérieurs. En plus de ses propres créations comme les Hobbits ou les Orques. Vincent Ferré. Il faut bien voir que Tolkien était un érudit désireux de partager son savoir. Il a proposé des éditions de textes médiévaux qui n'étaient pas accessibles au grand public en 1925. Il a donné beaucoup plus de conférences sur la littérature médiévale que ce qui lui était demandé. Il a proposé des adaptations pour la BBC également. Et Le Seigneur des Anneaux est une illustration de ce désir de partage du savoir, des connaissances. Mais alors, on aboutit quand même à un monde qui est extraordinairement complexe. Alors moi je triche parce que j'ai sous la main le dictionnaire Tolkien en 2 tomes que vous avez dirigé, Vincent Ferré, qui est publié aux éditions Bragelonne, mais on voit qu'on a affaire à un monde qui est extrêmement précis, avec toute une série de personnages, les orques, les elfes, d'autres moins connus, les ents, par exemple, avec des choses qui ne sont pas toutes cohérentes, parce qu'entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, il y a eu différentes périodes dans l'existence de Tolkien. Il y a le Silmarillion aussi, dont on pourrait parler. Autrement dit, il y a cette capacité créatrice phénoménale et la capacité du lecteur qui est plus humble pour tenter de saisir ce monde merveilleux. Vincent Ferré. Alors, il faut bien voir que le choix du merveilleux chez Tolkien est un choix mûrement réfléchi. Avant la Première Guerre mondiale, il était plutôt poète, comme pas mal de jeunes gens de sa génération. Et il a fait le choix du merveilleux en se disant que c'était un détour pour frapper les lecteurs, pour leur montrer le monde dans sa beauté et ses horreurs. Non pas avec l'idée qu'il y aurait un message à délivrer au lecteur, mais plutôt une sorte de détour, de métaphore, pour montrer le monde un petit peu différemment de ce qu'il est. La Terre du Milieu, c'est notre Europe, mais il y a des milliers d'années. Donc on a à la fois des points de repère qui nous sont familiers, et en même temps on est dérouté, défamiliarisé. Tolkien partage l'idée commune à cette époque, qu'on retrouve chez d'autres romanciers qui n'écrivent pas de fantaisie, que la littérature est ce qui va nous révéler le monde. Et l'art est ce qui peut nous montrer le monde derrière le voile de l'habitude qui nous coupe de cette perception et de la réalité. Bon, mais il y a quand même un message, puisqu'on a affaire à des pouvoirs qui sont des pouvoirs incommensurables, comme le pouvoir de l'anneau, et puis face à ce pouvoir incommensurable, il y a des êtres qui sont pourtant
des êtres plus faibles que les hommes, puisqu'ils sont plus petits, qui vont s'en sortir grâce à leur solidarité, à leur capacité à s'entraider, et puis aussi peut-être à leur malice. Vous avez raison, c'est pour ça que Le Seigneur des Anneaux a été lu dans les années 60 sur les campus américains comme une sorte d'éloge de la fraternité, de défense de la nature et d'appel à la liberté contre l'oppression et la guerre. Et en même temps, ça n'est pas martelé par le texte. Contrairement à, par exemple, ce que peut faire un ami de Tolkien, C.S. Lewis, qui est beaucoup plus explicite dans les valeurs qu'il veut faire passer. Tolkien a expliqué, dans la préface au Seigneur des Anneaux, que le Seigneur des Anneaux n'est pas une allégorie. Il faut bien imaginer qu'on est 10 ans après la Seconde Guerre mondiale, et que donc en 54-55, lorsque paraît le Seigneur des Anneaux, certains lecteurs ont cru qu'il y avait une allégorie du conflit avec l'anneau représentant la bombe atomique. Tolkien était opposé à ce Les genre de orques lecture. représentant Une des facettes de l'humanité dans ce qu'elle peut avoir de terrible. Tolkien avait une vision très très nuancée de la guerre au sens où il était absolument hostile à toute idée de victoire totale d'un peuple sur un autre avec destruction du peuple vaincu. Enfin, il est vraiment dans ses lettres, il est très très nuancé. Mais ce qui est important, c'est de bien voir qu'il n'a pas imposé de message et qu'il insiste sur le fait que le Seigneur des Anneaux peut être interprété, qu'il est applicable à tous les lecteurs. C'est pour ça qu'il a autant de succès depuis 60 ans. Mais la comté, donc ce royaume imaginaire où habitent les hobbits, ressemble tellement à un lieu paisible, campagnard, où on mène une vie simple et où, hélas, l'histoire vient s'entrechoquer à votre destin, qu'on ne peut pas ne pas penser à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale pour l'Angleterre, Frédéric Manfrin. En fait, ce qui est fascinant dans le Seigneur des Anneaux, c'est que ces personnages, tous autant qu'ils sont, en fait, le vrai message du Seigneur des Anneaux, c'est ça pour moi, c'est qu'on est confronté à un obstacle, à une difficulté majeure, contre laquelle on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est de prendre son courage à deux mains et d'y aller, parce que c'est un choix qui est... il n'y a pas de choix, justement. Il faut absolument détruire cet anneau. Et les hobbits, typiquement, qui sont justement, comme vous le dites, dans leur comté confortable, un peu à l'abri du monde, se retrouvent là tout d'un coup face à la grande histoire. Il faut absolument agir. Et c'est ce qui fait la force de Tolkien. Il ne le lit pas précisément à un événement, c'est plutôt dans le comportement, la nature, la réaction de l'homme face à quelque chose qui le dépasse et qui le menace fortement. C'est en ça que le message est absolument universel. Et oui, les hobbits vivaient heureux avant d'être dérangés par leur pouvoir et par les pouvoirs maléfiques. C'est ce que raconte le Seigneur des Anneaux, c'est ce qu'on retrouve donc à la Bibliothèque nationale de France à Paris dans cette exposition qui est consacrée à Tolkien, avec là aussi malgré tout les multitudes de pensées qui nous viennent lorsqu'on redécouvre ou lorsqu'on découvre ce monde, par exemple son rapport à la nature, parce que les arbres sont essentiels. Chez Tolkien, il protège ses hobbits, ils ont une existence intrinsèque, et puis on va évoquer dans quelques instants aussi la manière dont Tolkien s'est largement diffusé, puisque c'est probablement aujourd'hui l'un des auteurs les plus célèbres à la faveur donc de sa transposition à l'écran. On continuera donc à évoquer tout cela dans une vingtaine de minutes. Vincent Ferré et Frédéric Manfrin, vous êtes les deux commissaire de l'exposition. Il y a énormément de livres à ce sujet. Il y a votre dictionnaire Tolkien, par exemple, Vincent Ferré. Et puis, il y a aussi Lire Tolkien, c'est également votre ouvrage. Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Au fond d'un trou vivait un hobbit lorsqu'en 1937, Tolkien, brillant professeur d'Oxford, publie le Hobbit. Il est loin d'imaginer que ces récits feront de lui l'une des figures littéraires les plus importantes du XXe siècle. C'est ce romancier, mais aussi le géographe, illustrateur, philologue, que la bibliothèque François Mitterrand met à l'honneur dans une nouvelle exposition Tolkien, Voyage en terre du milieu. Et pour en parler, nous sommes en compagnie des deux commissaires de l'exposition, Vincent Ferré et Frédéric Manfrin. Il y a dans cette exposition une manière de conférer une légitimité à l'œuvre de Tolkien, une légitimité littéraire bien entendu. Et alors j'ai trouvé dans l'un de vos livres, Vincent Ferré, Lire Tolkien, une citation extrêmement méchante de Julien de Gracq qui dit « Énigmatique et irritant pour l'esprit, le cas de ces écrivains que la librairie à la longue a imposé à la littérature ». Et alors il fait une liste quand même assez longue, il dit Simon, Jules Verne, Hamet ou Tolkien. En fait, c'est plutôt un éloge sous la plume de Gracq. Dans ce contexte, il explique dans le même passage que son souvenir de lecture... Oui, mais parce que c'est la citation qui est extraite d'un contexte dans lequel il explique que Tolkien est son seul souvenir récent de littérature ayant du souffle.
en lisant, en écrivant. Donc il faut le rapprocher. Et moi, j'avais eu le plaisir d'avoir de sa part une réponse en 2001, lors de la publication de mon premier livre, où il rappelait son attachement à Tolkien et à l'importance de la lecture à travers la mort. Maintenant, ce que vous évoquez engage à la fois la question du choix par la Bibliothèque nationale de France, représentée ici par Frédéric Manfrin, de consacrer une exposition à Tolkien, et la diversité de sa réception. Pour sa réception, ouais. Quand cet auteur qui, en 1937, alors qu'il a 45 ans, publie un ouvrage, Le Hobbit, qui est un ouvrage destiné aux enfants, quand cet auteur devient-il un auteur que l'on considère comme étant un romancier à part entière que l'on peut étudier et lire quand on est adulte, Vincent Ferré? Il y a eu plusieurs phases. Donc le premier succès, c'est 10 ans après la publication du Seigneur des Anneaux sur les campus américains au milieu des années 60. Tolkien, le Seigneur des Anneaux devient un objet fondamental de la contre-culture. Et puis chaque décennie a apporté une lecture renouvelée de son œuvre. On sait que dans les années 80, les jeux de rôle ont joué un rôle très important. Il y a eu les adaptations cinématographiques également de Peter Jackson et les projets actuels. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'œuvre de Tolkien est tellement diverse, allant de la littérature de jeunesse aux conférences sur la littérature. Bettelheim s'est inspiré, pour le moins, dans Psychanalyse des contes de fées, des théories de Tolkien sur le conte de fées, qui est cité, mais pas pour les idées fondamentales que Tolkien développe. Donc il y a eu des lectures extrêmement diverses de son œuvre, très renouvelées. On peut dire qu'il n'y a aucun autre exemple au XXe siècle d'écrivain ayant un tel impact sur la société, la littérature, le cinéma. Sans Tolkien, peut-être pas de Star Wars, par exemple, pas de Harry Potter et Game of Thrones, bien évidemment. Donc si on met tout ça bout à bout, on a une idée de l'importance de cet écrivain dans l'imaginaire collectif, même quand son nom passe au second plan pour les jeunes lecteurs qui lisent Harry Potter. Beaucoup n'ont pas conscience que Tolkien est le grand-père de Harry Potter. Et c'est pour ça que l'expo à la BNF a été construite pour s'adresser à tous les visiteurs. Ceux qui ne connaissent pas Tolkien, ceux qui ont entendu parler des Lettres du Père Noël ou du Hobbit, pour leur montrer d'une manière, en proposant une sorte de médiation culturelle vers un imaginaire qui est tout de même différent de l'imaginaire français francophone. Et oui, et Frédéric Manfrin, comment la Bibliothèque nationale de France a-t-elle décidé de consacrer une exposition à Tolkien? Comment vous êtes-vous dit, finalement, cette œuvre mérite une exposition, elle est parfaitement légitime sur le plan littéraire? On a beaucoup réfléchi à la bibliothèque sur l'idée de parler des mondes imaginaires. Tolkien n'est pas le seul à en avoir créé, mais au fur et à mesure de notre réflexion, on s'est rendu compte à quel point Tolkien avait créé le monde imaginaire, j'allais dire, le plus abouti. Et donc le choix finalement s'est fait assez rapidement. Il y avait aussi ce souci, on parlait de légitimation tout à l'heure, Vincent et moi, nous sommes réellement convaincus que Tolkien est un des grands écrivains du XXe siècle, qu'il avait tout à fait sa place, et que surtout, il était indispensable qu'on le traite de la même manière qu'on aurait traité Zola ou Proust. Mais pour ce faire, est-ce que vous avez dû vaincre des réticences? Je ne veux pas que vous me dévoiliez des secrets de cuisine, mais il y a quand même aujourd'hui beaucoup de gens qui considèrent que Tolkien n'est qu'un auteur pour enfants, Vincent Ferré. En fait, là, je vais parler comme commissaire extérieur, puisque j'enseigne à l'université Paris-Est Créteil. Le projet d'exposition remonte à janvier 2016. Et en 2016-2017, j'ai eu le plaisir de faire le tour des départements de la BNF. Moi, je suis lecteur en salle U depuis 20 ans, et de faire le tour des départements. Et ce qu'on a vu, c'est l'adhésion des départements de la BNF à un projet qui permettait également de mettre en regard des œuvres de contextualisation qui ont été choisi par l'équipe de la BNF, afin de montrer comment Tolkien est un relais, un carrefour vers l'imaginaire européen, et qu'on peut faire dialoguer des pièces qui appartiennent au patrimoine de la BNF avec cette œuvre vraiment anglaise. Une œuvre anglaise, mais une œuvre aussi qui a aujourd'hui un écho particulier. Je songe par exemple à cette description de la comté, le rapport aux arbres qui est essentiel chez Tolkien. Bref, la manière dont cet homme peut aussi être perçu comme étant un précurseur de la pensée écologique. On l'écoute d'ailleurs dans son rapport aux arbres. Pour une raison qui m'est inconnue, j'ai toujours été fasciné par les arbres. Toute mon œuvre est remplie d'arbres. Je suppose que j'aurais voulu pouvoir communiquer avec eux et découvrir ce qu'ils ressentent. Quel rôle jouent les arbres dans l'œuvre de Tolkien, Vincent Ferré? Alors, l'arbre, c'est dans l'œuvre de Tolkien à la fois l'arbre du récit, l'arbre des langues et la nature. Il y a plusieurs éléments à rappeler ici. D'une part, le fait qu'il a passé sa petite enfance dans la campagne près de Birmingham,
et qu'il a été profondément marqué par ce contact avec la nature qu'il a tout de suite croqué dans des esquisses. Il a fait des aquarelles aussi avec sa mère. Donc l'imaginaire de l'arbre, c'est aussi le contact avec la vie. Et il y a chez Tolkien une célébration de la vie, des arbres, du décor naturel. Le comté n'est certainement pas un lieu qui renvoie à un âge d'or, mais c'est quand même le souvenir d'une Angleterre avant la destruction par la révolution industrielle. On sait que la génération des écrivains, la fin du 10e, début 20e en Angleterre, a été profondément marquée par cette disparition d'un cadre naturel éventré, et là je cite de mémoire D.H. Lawrence, éventré pour laisser place à des mines de charbon. Donc il y a tout un travail qui a été fait par Pierre Serrier dans le catalogue de l'exposition de la BNF, Voyage en terre du milieu, autour de cet imaginaire de la campagne, des arbres, de la nature, dans le domaine pictural et littéraire en Angleterre. Donc Tolkien est un représentant de ce goût pour la nature, et c'est aussi quelqu'un qui a essayé de voir comment l'arbre permettait de modéliser, si on veut, la tradition européenne, culturelle, la manière dont les légendes nordiques sont venues nourrir l'Angleterre. C'est la raison pour laquelle il a été aussi scandalisé dans les années 20, quand le nazisme a commencé à essayer de récupérer les légendes médiévales dans leur versant germanique, lui-même issu d'une tradition nordique. Tolkien est remonté à la source parce qu'il connaissait les textes en langue originale, et il a traduit en anglais moderne, réécrit des traditions, la légende de Sigurd et Gudrun, qui pour lui appartenaient à un imaginaire collectif européen qui ne devait pas être dévoyé, dénaturé, détruit par le nazisme. Et c'est assez fort comme position à la fin des années 20 pour un Britannique. Mais on l'a néanmoins accusé d'être quelque peu binaire dans sa représentation du pouvoir, avec là aussi, parce que bon, finalement, les conséquences de l'anneau font que le pouvoir corrompt nécessairement et mécaniquement celui qui le porte, Vincent Ferré. Alors, pas binaire, mais en tout cas, il y a une distinction que l'on peut faire entre le pouvoir exercé par un individu et la collectivité. Je vais renvoyer ici peut-être au fermier Gilles de Ham, qui est un récit humoristique qui est enseigné dans les classes en ce moment en 5e et qui était destiné aussi à ses amis d'Oxford. L'histoire raconte l'ascension d'un fermier qui devient roi tout simplement parce qu'il a été choisi par le peuple. L'œuvre de Tolkien est profondément démocratique au sens où elle s'adresse à tous les lecteurs sans distinction. Tolkien passait énormément de temps à répondre à ses lecteurs. Sa correspondance publiée chez Bourgois en témoigne. Alors qu'il manquait de temps pour tout, il prenait le temps d'écrire 10 pages à quelqu'un qui lui posait des questions tout simplement par envie de dialoguer. Donc la réflexion sur le pouvoir montre une série de chefs, de seigneurs, qui trahissent leur mission, trahissent leurs idéaux, trahissent leur peuple à partir du moment où ils sont fascinés par le pouvoir. Il y a cette phrase célèbre en anglais, « Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument ». Et Le Seigneur des Anneaux est une des illustrations de cet adage. Frédéric Manfrin. Il y a aussi un grand malentendu, c'est-à-dire que Tolkien est un peu victime, je veux dire, de sa postérité. On en a fait quelqu'un de binaire alors que lui-même ne l'est absolument pas. Je prends un exemple qui est frappant, on voit dans les jeux vidéo, maintenant dans les jeux de rôle, parler de race. Les orques, les elfes, Tolkien ne parle jamais de race, au contraire, Tolkien parle de peuple. Et ces différents peuples, c'est pour lui différentes manières de représenter l'humanité. Ce qui prouve que ce sont vraiment des peuples et pas des races, c'est qu'on a des mariages entre elfes et humains. Ça ne pose aucun problème dans les textes de Tolkien. C'est vraiment toute la tradition, la postérité, qui va dévoyer d'une certaine manière le message, le discours de Tolkien, pour faire quelque chose à la fois de manichéen binaire, les gentils, les méchants, et aussi de donner cette dimension très très conservatrice de peuple, de race plutôt, qui n'est pas du tout dans l'œuvre de Tolkien. Et oui, parce que la postérité, Vincent Ferré, pour Tolkien, ça a été une vraie vacherie. Alors bon, il faut évidemment parler du passage à l'écran avec... quand j'étais petit, j'avais vu un dessin animé. Oui, c'était... Ralph Bakshi, 1978, qui a marqué pas mal de lecteurs de Tolkien, positivement ou négativement. Et alors là, c'était seulement la transposition d'une partie, je crois, du Seigneur des Anneaux. Il a fallu attendre de nombreuses années pour avoir cette trilogie. Et là, qu'est-ce que ça donne? Et puis, quel est votre regard de spécialiste de Tolkien sur la manière dont il a été transposé à l'écran? Alors, il faut rappeler que Tolkien a vendu les droits dans les années 50 pour une adaptation cinématographique parce qu'il manquait d'argent. C'est quelqu'un qui, toute sa vie, a eu des problèmes d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille et en particulier payer les frais médicaux. Ça traverse toute sa correspondance. C'est pour ça qu'il corrigeait autant de copies également. Donc, parce qu'il vendait peu de livres à l'époque? Ah oui, le succès du Seigneur des Anneaux, milieu des années 60, vous voyez, Tolkien a dépassé les 70 ans. Donc toute sa vie, il a été tracassé, puis il venait d'un milieu pauvre. Enfant, il a connu vraiment la pauvreté.
L'adaptation du Seigneur des Anneaux en 2001 par Peter Jackson signe la fin d'une épopée en soi. On s'est demandé pendant longtemps ce que deviendraient ces droits. Et vous l'avez dit, il y a eu l'exemple de Ralph Bakshi dans les années 70 avec certains partis pris esthétiques assez étonnants. Ce qui est certain... Ça vous plaît pas beaucoup? C'est un exemple parmi d'autres de réception et je le traite comme ça. Et comme je le disais tout à l'heure, les exemples sont tellement nombreux. Il y a des fans, il y a des films. Je crois que la représentation des orques dans ce dessin animé ne vous plaît pas. C'est ridicule. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup d'éléments dans les films de Bakshi contreviennent au principe que Tolkien a évoqué, à savoir la vraisemblance et la cohérence. Il faut que les lecteurs suspendent leur incrédulité. On lit des histoires d'elfes et de hobbits, mais très vite, quand on est plongé dans le récit, on oublie la dimension merveilleuse, on est pris par l'histoire. C'est exactement ce que dit Julien Gracq dans Lisant en écrivant. Pour les films de Jackson, le parti pris est un peu différent, c'est-à-dire que Jackson a mis en mouvement, si vous voulez, les représentations visuelles proposées par Alan Lee et John Howe, qui depuis une quinzaine d'années à l'époque étaient devenus les illustrateurs de référence et ont proposé des représentations visuelles que les lecteurs de Tolkien adorent. Vraiment, on le voit, c'est fascinant de voir ces deux artistes rencontrer le public et régulièrement ils viennent en France pour des signatures. Donc Jackson a mis en mouvement ces images-là. C'est un moment de la réception, ça a fait que les médias ont beaucoup parlé de Tolkien en France. Moi, ce qui me ravit, c'est de voir qu'à l'occasion de l'exposition de la BNF, on en revient vraiment à l'œuvre, au cœur de l'œuvre, avec ce message que c'est une œuvre ouverte à tout le monde pour que tout le monde se fasse son opinion. Frédéric Manfrin, on voit quand même la différence qu'il y a entre l'érudition prodigieuse de cet homme, la capacité créative, puisque, on l'a dit, c'est un homme qui a créé des langages, qui a créé un monde, et le caractère un peu belliqueux de cette trilogie, où les batailles occupent quand même une place très importante. Je parle de la trilogie à l'écran. Oui, c'est sans doute plus vrai au cinéma que dans les textes. C'est aussi pour ça qu'on a vraiment fait ce choix à la bibliothèque de ne pas proposer de pièces qui soient postérieures à la mort de Tolkien. C'est-à-dire que le public qui va venir, il voit les manuscrits de Tolkien, les aquarelles de Tolkien, et des objets, manuscrits, ivoire, armes, que Tolkien a pu voir lui quand il travaillait. Il travaillait sur ses textes médiévaux, simplement pour que le public se fasse son propre imaginaire. Le défaut des films, d'une certaine manière, c'est d'imposer une image qui est très très forte. Donc là, en retirant ces images un peu imposées, qui est simplement une réception de l'œuvre possible, il y en a des tas d'autres, on revient vraiment aux matériaux d'origine et à des objets que Tolkien a beaucoup fréquentés lui-même. Vincent Ferré. Et un choix fort a été fait d'utiliser les noms propres et la traduction publiée à partir de 2012 aux éditions Christian Bourgois, sous l'impulsion de Dominique Bourgois, qui a considéré que 35 ans après la première traduction du Hobbit en français, en 69, il était temps de proposer une nouvelle traduction qui suive en particulier les indications laissées par Tolkien à ses traducteurs. Donc c'était une traduction par Daniel Lauzon qui met l'accent sur la dimension récit et les plus fluide de la vie des lecteurs, et la BNF a choisi d'opter pour tous les noms propres issus de cette traduction, qui n'est pas celle choisie pour le film de Jackson en français en 2001. On va écouter une autre voix, plutôt la voix de Tolkien, mais dans un autre dialogue à propos de la mort. If you really come down to any large story, it interests people, hold them attention for a considerable time, or make the... En réalité, si vous voulez capter l'attention des lecteurs sur un temps considérable, cela ne tient qu'à une seule chose, la mort. La mort inévitable. Simone de Beauvoir a écrit « Il n'y a pas de mort naturelle, rien de ce qui arrive à l'homme n'est jamais naturel puisque sa présence met le monde en question. Tous les hommes sont mortels, mais pour chaque homme, sa mort est un accident et, même s'il la connaît et y consent, une violence indue. » On peut être d'accord ou pas avec ces mots, mais ils sont la clé du Seigneur des Anneaux. Vincent Ferré, votre réaction à cette voix de Tolkien? Je suis de parti pris parce que mon premier livre, je l'ai consacré à cette question en voyant que la déclaration de Tolkien n'avait pas été prise au sérieux. Ce qui est certain, et là on notera, tout le monde a bien entendu, Tolkien, soi-disant un auteur anglais conservateur, citant Simone de Beauvoir. Je ne l'ai pas fait exprès, cette citation est assez frappante. Tolkien réfléchit à la manière dont, aussi bien dans la littérature médiévale que dans la littérature moderne, la littérature peut nous aider à affronter la mort et le mystère de la mort, et à nous aider à réfléchir à ce qu'on va faire avant de mourir. Gandalf, qui est une des figures de sage dans Le Seigneur des Anneaux, dit explicitement « Tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous allons faire du temps qu'il nous reste ».
Voilà. Et c'est une des phrases qui résonne de manière très forte tout au long du récit, pour savoir ce que vont faire les personnages qui sont destinés à mourir. C'est ce que dit aussi le poème de l'anneau, avant de disparaître. Que pouvons-nous faire sur cette terre pour les personnes qui vont nous succéder? Et dans votre matinale, tout à l'heure, on entendait un reportage sur l'environnement, et ça résonne de manière très très forte aujourd'hui. Toutes les mises en garde de Tolkien sur l'usage immodéré de la technique, le fait, dit-il, que l'erreur des humains dans les années 50-60, c'est d'imaginer qu'ils sont légitimes quand ils font ce que techniquement ils sont capables de faire. Voilà. Donc ce genre d'écho fait partie de la richesse de l'interprétation possible du Seigneur des Anneaux. Il y a peut-être aussi une interprétation plus biographique pour Tolkien, puisque je me suis rendu compte à la faveur de cette exposition que cet homme avait été orphelin très jeune et que par conséquent, j'imagine, il avait vécu une période d'enfant triste. Oui, et en ligne, vous avez une conférence de Nicole Guédenay qui est absolument extraordinaire et qui fait une lecture dans cette perspective. Vous pouvez facilement la trouver. Tolkien l'a dit, le Seigneur des Anneaux est né aussi de ce contact avec la mort pendant la Première Guerre mondiale, de voir toute une génération de ses amis tués. C'est vraiment une expérience qui l'a profondément marqué. Après, sur le plan biographique, Tolkien a fait l'expérience de l'arrachement successif. Il a perdu son père à 4 ans, sa mère à 12 ans de maladie, et il a vécu dans cette hantise de la disparition, mais en même temps, il a reconstruit de manière positive. C'est stupéfiant de voir un vétéran de la Première Guerre mondiale être aussi dynamique, aussi actif dans la recréation de cercles amicaux à Oxford avec les Inklings, avec les amis avec qui il partageait le texte qu'il avait écrit, et ils se retrouvaient au pub pour lire ensemble. Mais il a, depuis son enfance et le lycée, le TCBS, on voit une série de photos dans l'exposition de la BNF qui en témoignent. Frédéric Manfrin. Alors, ce qui est très intéressant dans ce rapport, c'est cette importance de la mort, c'est aussi ce qui fait une partie, à mon avis, de son grand succès. Que les thématiques que Tolkien aborde, les grandes questions qu'il pose, c'est des questions qui sont universelles et qui parlent aussi bien à un petit anglais qu'à un petit français ou un petit italien ou un petit brésilien, parce qu'on est... Et c'est en ça que c'est... Je parlais d'épopée tout à l'heure. Oui, parce que les grandes valeurs, les grandes questions que Tolkien pose, c'est des questions universelles que se pose déjà Homère, quelque part. Et Le Seigneur des Anneaux, c'est une autre manière d'écrire cette épopée, ces grandes questions de l'homme, ce rapport à la vie et à la mort. Oui, alors malgré tout à l'heure, vous évoquiez la modernité de Tolkien, Vincent Ferré y citait Simone de Beauvoir. Il n'y a quasiment pas de femmes dans Le Seigneur des Anneaux. Alors ça, c'est une des questions vraiment auxquelles il faut répondre sans ambiguïté. Tolkien, médiéviste, s'inscrit dans une tradition qui est celle de l'épopée et du romance. Voilà. Quel rôle pour les femmes dans la chanson de Roland ? Quel rôle pour les femmes dans Beowulf, par exemple? Donc il y a une imitation de modèles anciens, une transposition, une modernisation. Ça, c'est la première réponse. La seconde réponse, elle est sur l'importance, le rôle des femmes dans le texte, mais aussi dans son grand œuvre. Et je vais donner un seul exemple. Si on prend en compte non pas le seul Silmarillion, le seul Seigneur des Anneaux, mais le Silmarillion, c'est-à-dire que le projet qu'il a poursuivi tout au long de sa vie pendant 60 ans, on voit que le plus grand des héros chez Tolkien, c'est une femme. Elle s'appelle Lúthien et elle est à l'origine de toute la mythologie et c'est elle qui accomplit le plus grand exploit de toute l'histoire du monde créé par Tolkien. D'ailleurs, je me suis demandé, est-ce que les hobbits ont un genre ? Ah oui, il y a des hommes et des femmes hobbits, des familles, et le Seigneur des Anneaux se clôt, je ne veux pas divulgacher pour vos auditeurs, mais le Seigneur des Anneaux se clôt sur une image familiale de recomposition de la famille et de reconstruction après l'épreuve et après la mort. Et pour autant, il n'y a aucun hobbit femme qui soit au premier plan, mise à l'honneur dans Le Seigneur des Anneaux. C'est quand même étonnant. Non, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un groupe de personnages qui rappellent les récits arthuriens, soit en les reprenant littéralement avec des héros chevaleresques, soit en les renversant complètement, en proposant des personnages qui sont aux antipodes des héros. Frédéric Manfrin, on a peine à croire que Tolkien a eu du mal à joindre les deux bouts parce qu'on voit aujourd'hui le culte dont il bénéficie. Cette exposition, elle est faite en partie en anglais et en français. Elle est destinée à différents publics. Aujourd'hui, Tolkien a un véritable culte qui lui est voué. Oui, et il y a deux choses qui sont, à mon avis, très très importantes. Il y a effectivement des fans absolus, qui sont des passionnés, qui vont venir voir l'expo, qui sont déjà venus la voir parfois 4 ou 5 fois, et qui viennent à la fois pour un pèlerinage, mais aussi parce qu'ils vont vraiment creuser dans le détail des manuscrits. Mais il y a aussi tout un public qui le connaît peu, voire mal, c'est-à-dire soit que par les films, soit juste parce qu'il en a un petit peu entendu parler. Et donc là, il y a pour nous vraiment cet enjeu majeur de faire découvrir une œuvre qui est mal connue des Français.
et qui est redécouverte par son fils, parce que ça aussi, c'est l'une des spécificités. Le fils de Tolkien, Christopher, je crois, a un rôle central. Depuis le début. Ça a été le premier auditeur du Hobbit, le premier lecteur du Seigneur des Anneaux. Il a dessiné les cartes et peu avant la mort de son père, disparu en 73, Christopher Tolkien a reçu de celui-ci la mission, s'il l'acceptait, de publier les milliers de pages manuscrites que son père avait écrites au fil des décennies sans les faire paraître. Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit sont les deux arbres qui cachent la forêt, si on veut, et c'est la forêt elle-même qui est absolument sublime. Il faut voir l'œuvre de Tolkien dans sa totalité. Et au cours des 45 ans qui ont séparé le milieu des années 70 et maintenant, Christopher Tolkien a édité, commenté, parfois coécrit dans le cas du Silmarillion, parce qu'il fallait répondre à une urgence, il fallait mettre en forme de manière urgente le Silmarillion, l'œuvre de son père, et à partager avec nous, mais à l'image de son père, une œuvre qui sinon serait restée dans des tiroirs et n'aurait pas été connue du grand public. Donc c'est quelque chose de très généreux et on a beaucoup de chance en France de bénéficier de la présence de Christopher Tolkien et Bailey Tolkien en France, dans le sud de la France depuis 45 ans. Ça a été pour nous des sources d'inspiration. Et donc, il a aussi accepté la représentation que Peter Jackson a donnée de son père? Non, la famille ne s'est pas prononcée sur le sujet. Comme je vous le disais, les droits avaient été vendus dans les années 50. Et donc Christopher Tolkien a fait très attention à ne pas commenter, sauf une fois dans un article du Monde, qu'il n'adhérait pas à cette vision des choses. Qu'est-ce qui le dérangeait? Vous savez, là, on parle d'un homme qui, depuis l'âge de 4 ans, entend les histoires racontées par son père et qui a une connaissance de l'œuvre qu'il a mise au jour, qu'il a aidé à faire connaître, qui fait que voilà, il a sa représentation et un contact avec le texte qui est sans pareil. Alors, sur l'œuvre de Tolkien, il y a énormément d'écrits. Outre, bien entendu, les écrits de Tolkien, il y a le catalogue de l'exposition, cette exposition qui est en cours à la bibliothèque François Mitterrand, Tolkien, Voyage en terre du milieu. Et puis, il y a votre dictionnaire Tolkien, Vincent Ferré, qui est publié aux éditions de Bragelonne. Et puis, j'ai également Lire Tolkien, tout ce que vous ne savez pas encore sur le Seigneur des Anneaux. Ça, c'est disponible en poche chez Pocket.